Monsieur François Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pacte PME et cofondateur du think tank Anaxacor. Anaxacor. Vous allez nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Vous avez été missionné par le ministre, Bruno Le Maire, concomitamment et en duo, on peut dire, avec Thibault Langsade, pour sensibiliser les chefs d'entreprise aux problématiques, enfin aux dispositions, les nouvelles dispositions de la loi Pacte en faveur de l'épargne salariale. Donc votre axe de réflexion et d'action, c'est l'épargne salariale. Vous avez d'ailleurs récemment, le 11 juin, remis un rapport au ministre pour lui présenter un certain nombre de propositions, d'actions, etc. Voilà, alors avant de passer aux propositions, l'idée part d'où? Pourquoi est-ce que le ministre vous a demandé de travailler sur ce sujet, qui est un sujet important? Quel est le constat initial? Et quelles sont, bien sûr, ensuite les propositions, l'essentiel des propositions que vous avez soumises au ministre? Alors c'est vrai que l'intéressement et la participation sont des dispositifs déjà anciens. L'intéressement remonte au général de Gaulle, 1959, la participation 1967. Et pour autant, ce que nous avons constaté sur le terrain avec Thibault Langsade, c'est que ce sont des dispositifs encore largement méconnus, à la fois par les chefs d'entreprise, mais aussi par les salariés. Alors c'est vrai qu'à la faveur de la loi Pacte, il y a un regain d'intérêt à l'égard de ces dispositifs, puisque la loi Pacte supprime notamment le forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés pour l'ensemble de l'intéressement, la participation et l'abondement des plans épargne entreprise, et pour l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Pour autant, cela ne lève pas tous les doutes et les dirigeants et leurs collaborateurs s'interrogent. Est-ce que l'intéressement et la participation c'est uniquement l'apanage des grands groupes, ou est-ce que éventuellement moi aussi je suis concerné? Est-ce que je peux facilement engager un dialogue social pour passer un accord sur l'intéressement? Est-ce que je peux rédiger facilement un accord alors que je ne suis pas forcément outillé sur le plan juridique, sur le plan RH ou sur le plan financier en interne? Et enfin, c'est toujours perçu comme un peu un parcours du combattant, une fois que j'aurai négocié mon accord, est-ce qu'une fois que je l'aurai déposé auprès des autorités administratives, il va passer facilement, ou est-ce que potentiellement il peut être retoqué? Donc beaucoup d'interrogations qu'on a constatées sur le terrain, de l'engouement, de l'enthousiasme, mais aussi des craintes que l'intéressement et la participation, ce soit surtout pour les autres. Oui, merci. Donc, effectivement, alors concrètement, l'objectif, semble-t-il, serait de faire que 30% des entreprises concernées puissent, d'ici fin 2019, disposer d'un contrat d'intéressement de tous ces processus d'épargne salariale. Alors qu'aujourd'hui, seuls 11% des entreprises de moins de 50 en ont. Alors comment vous allez tripler le chiffre en si peu de temps? Alors c'est vrai qu'on a remis un rapport au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 11 juin dernier, un rapport dont l'intitulé est assez symptomatique, Partager plus pour se développer mieux, avec une volonté du coup de concilier la recherche de l'efficacité économique et la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Ce rapport comporte 24 propositions qui doivent faire bouger les lignes. Et parmi ces 24 propositions, il y en a déjà 3 qui ont été annoncées le lendemain même par le Premier ministre Édouard Philippe dans le cadre de sa déclaration de politique générale. Ce rapport finalement prend 3 directions essentielles. La première, c'est de veiller d'abord à ce que l'on n'oppose pas les différents instruments du pacte salarial. Il y avait en effet un risque de neutralisation des efforts de développement de l'épargne salariale avec la distribution de la prime pouvoir d'achat exceptionnel. Et le Premier ministre a annoncé que l'an prochain, avant le 30 juin 2020, ceux et celles qui souhaitent bénéficier des avantages, notamment en termes de défiscalisation de la prime de fin d'année, devront avoir engagé un accord d'intéressement ou de participation avant la mi-année. Deuxième direction importante, c'est la possibilité de réduire la durée minimale des accords d'intéressement
de 3 à 1 an pour un premier accord. Cela va faciliter grandement la vie des chefs d'entreprise qui ont créé récemment leur société et qui n'ont pas de visibilité forcément sur leurs objectifs et leur business plan à l'horizon de 2 ou 3 ans. Uniquement quand c'est un premier accord. Uniquement lorsqu'il s'agit Sinon, d'un on premier reste dans les accord. 3 ans. Sinon, on garde le cadre actuel des 3 années avec possibilité de passer aussi des avenants et d'aménager l'accord en cours de route. La troisième mesure qui a été annoncée par Édouard Philippe et qui va évidemment dans le sens aussi de la démocratisation de l'épargne salariale, c'est la possibilité que les accords types, qui seront donc signés progressivement au niveau des branches, soient opposables au niveau de l'administration. Puisqu'aujourd'hui, la question que se posent finalement les chefs d'entreprise, c'est celle de la sécurisation des accords. Une fois que j'ai rédigé mon accord et que je l'ai transmis à la directe et aux URSSAF, est-ce que véritablement ça va passer ou est-ce que je vais être retoqué? Donc la possibilité de s'appuyer directement sur des textes pré-rédigés au niveau des différentes filières professionnelles sera un atout décisif pour simplifier l'accès à l'intéressement et la participation, notamment dans les entreprises les plus petites, les entreprises de moins de 50 salariés. Ça veut dire que si je suis garagiste ou expert comptable ou peu importe, je m'informe auprès de la branche à laquelle j'appartiens pour savoir s'il existe un contrat type ou est-ce que c'est systématique, toutes les branches, toutes les entreprises peuvent retrouver le contrat type. Est-ce que c'est inégal Alors, il y a d'abord en réalité plusieurs niveaux de rédaction d'accords type. Il y a un premier niveau qui est celui qui a été rédigé par le ministère du Travail, donc au niveau national, et donc parfaitement intersectoriel, et qui fournit déjà une base dont peuvent s'emparer les chefs d'entreprise directement en consultant le site du ministère du Travail. Et puis il y a une deuxième étape qui est effectivement de pouvoir s'appuyer sur des accords types rédigés au niveau des branches. Il y a actuellement, à ma connaissance, à l'heure où on se parle, 5 branches qui ont manifesté leur intention de pouvoir engager une réflexion en vue de la rédaction d'accords types, notamment dans l'hôtellerie-restauration, dans les services à domicile, dans 2 fédérations de transport et dans une fédération complémentaire de services. Il est donc possible pour une entreprise appartenant à ces secteurs d'activité de s'aligner sur ces accords rédigés au niveau des branches, ce qui va considérablement simplifier le travail de rédaction pour chacun, qu'il soit, comme vous le disiez, garagiste, hôtelier ou industriel. En 2 ou 3 mesures type, qu'est-ce que cette réflexion et ces mesures apportent de nouveau, de boostant par rapport à la situation antérieure? La première chose, c'est qu'elles remettent d'abord l'épargne salariale au cœur du débat. L'épargne salariale, c'est plusieurs enjeux fondamentaux pour l'économie française. Le premier, c'est évidemment la distribution de pouvoir d'achat complémentaire. On sait que cette revendication est évidemment très forte depuis quelques mois. Et la réduction des inégalités. Les inégalités passent déjà probablement par des inégalités entre les revenus du capital qui ont beaucoup augmenté et les revenus du travail depuis une quinzaine d'années. Et grâce à l'épargne salariale, qui est un complément de rémunération, on peut participer de la perception et de la réalité de la réduction des inégalités entre les Français. Avec, rappelons-le, des avantages fiscaux tout à fait significatifs. Enfin, fiscaux, de droits sociaux, etc., de charges sociales. C'est ça. La suppression du forfait social, effectivement, qu'on a évoqué plus haut, fait que lorsque vous allez distribuer 1 000 € jusqu'à présent, 200 € étaient reversés aux finances publiques. Aujourd'hui, ces 200 €, plutôt que d'être reversés à l'État, pourront bénéficier sous forme de distribution supplémentaire. Donc il y a un véritable enjeu d'augmentation de la distribution et donc un enjeu de consommation au niveau macroéconomique. Et donc pour l'entreprise, ça peut être en dehors du fait d'améliorer de la dialogue sociale, les relations, etc., ça peut être un enjeu économique par rapport au budget global que l'entreprise peut allouer, en se disant, ben voilà, je peux faire que dans la poche du salarié, il y ait plus d'argent, avec moins de dépenses pour l'entreprise, puisqu'effectivement, il n'y a pas un certain nombre de charges, vous l'avez rappelé, on va pas y revenir. C'est une partie de l'enjeu. C'est un vrai enjeu économique, et j'ajouterais un second enjeu qui me paraît tout aussi important, c'est celui du recrutement et de la fidélisation des talents dans les PME. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, comme on le sait dans les différents secteurs d'activité, peinent à recruter.
Et via effectivement l'épargne salariale, il dispose d'un outil de différenciation extrêmement important pour effectivement séduire un collaborateur et l'inciter à rejoindre l'entreprise. Et puis on ne va pas se le cacher, il y a quand même derrière l'épargne salariale un troisième enjeu qui est le financement de l'économie française et de pouvoir mieux orienter finalement l'épargne pour qu'elle finance mieux les entreprises innovantes, les entreprises qui constituent, j'en sans doute, les ETI de demain et pourquoi pas les entreprises du CAC 40 d'après-demain. Bien sûr. Alors, justement, dans le prolongement de ce que vous dites, alors je ne dirais pas que ça désavantage les entreprises qui se portent plus ou moins bien et qui n'ont pas de perspective extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucun désavantage pour elles si elles ne mettent pas en pratique ou de façon significative ce type de contrat avec les salariés. Par contre, ça peut effectivement donner un boost et donner aussi de l'espoir aux autres, au fond. Oui, je crois que l'épargne salariale, c'est le meilleur trait d'union qu'on puisse trouver entre l'entrepreneur et ses collaborateurs. C'est un outil extraordinairement fédérateur. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent nous opposer au niveau économique. Il y a beaucoup de débats où on se dit qu'il y a des intérêts divergents. Voilà bien un exemple, au contraire, d'alignement des intérêts du salarié sur celui de l'entreprise. Et dès lors qu'il y a cet alignement au sein de l'entreprise, on peut penser aussi qu'il y a un effet vertueux en termes d'efficacité économique. Moi, je suis persuadé que l'efficacité économique doit déboucher sur une récompense de ceux qui ont contribué à la construire à travers l'association des salariés aux résultats et d'ailleurs plus globalement à la gouvernance de l'entreprise via l'actionnariat salarié. Et de la même manière, une distribution plus juste, c'est aussi un atout pour regagner en compétitivité, en efficacité. Donc n'hésitons pas à faire de la pédagogie, à prendre le temps d'expliquer aux dirigeants, mais aussi aux salariés, les énormes avantages associés à cet outil. Les conditions pour que ça réussisse? Il y en a plusieurs. La première, c'est que, vous savez, les Français ne croient qu'à ce qu'ils voient, ne voient que ce qu'ils croient. Et en définitive, si on leur promet une suppression du forfait social, ils veulent que cette suppression s'installe dans la durée. La première condition de réussite de la diffusion de l'épargne salariale, c'est d'abord la stabilité du régime fiscal et social qui s'applique à l'épargne salariale. La deuxième condition de réussite, c'est, je crois, la mobilisation des branches. On en a parlé. Je crois qu'il faut que les secteurs d'activité industriels et de services s'emparent de cet instrument et fassent une communication adaptée pour séduire les dirigeants et les salariés qui sont déjà par ailleurs extrêmement mobilisés sur beaucoup de sujets. Celui-ci se rajoute, mais il faut insister sur ses effets vertueux. Si je dois ajouter 2 ou 3 autres conditions de succès, il me semble important d'ajouter qu'il y a un enjeu d'accompagnement des chefs d'entreprise et plus particulièrement dans les entreprises de moins de 50 salariés, faiblement outillés notamment sur le plan juridique. Certes, disposant de la proximité de l'expert comptable, il est important que nos réseaux, dans leur diversité, dans leur complémentarité, puissent se mobiliser pour proposer des solutions à la fois efficaces, assez économiques, pour que véritablement ils sachent vers qui se tourner au moment de rédiger et de dialoguer autour d'un accord. Je crois que ça, c'est effectivement très important. Et puis, je crois que la boucle sera également parfaitement bouclée si l'on est parfaitement clair aussi avec les salariés, de façon à ce que à la fois les organisations patronales, mais aussi les organisations syndicales se sentent également partie prenante de cet enjeu de la diffusion de l'épargne salariale, être parfaitement clair auprès des salariés sur la place des différentes rémunérations au sein du pacte salarial. En d'autres termes, pour être très direct, l'épargne salariale, c'est un complément de rémunération, je l'ai dit. En aucun cas, cela ne doit être une substitution, un substitut à la rémunération fixe. Il y a d'un côté la rémunération fixe qui doit évoluer en fonction des négociations, là aussi, qui sont réalisées au niveau des branches. Mais ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas. Et puis il y a les négociations, et puis il y a les rémunérations variables individuelles, et puis les rémunérations collectives. Le formidable atout
à mes yeux, que représente l'épargne salariale, c'est qu'elle oblige, elle incite les chefs d'entreprise et leurs salariés à s'interroger sur c'est quoi la performance collective au sein de mon entreprise Ouais. et comment est-ce que chacun, on est contributeur et participant à cette performance. Et c'est là la difficulté, parce que dans une entreprise de 10, 20, 100 ou plus salariés, la performance, l'intéressement, la participation au développement de l'entreprise, c'est très difficile. Non seulement, si j'ose dire, les deux blocs, direction, on va dire, actionnariat ou direction et salariés, mais même à l'intérieur du bloc, entre guillemets, de la collectivité des salariés, il peut y avoir des nuances qui parfois sont gigantesques. Donc dans les discussions, couper au scalpel, si je puis dire, découper ce qui relève plus ou moins, parce qu'il ne faut pas être mesquin non plus, hein, tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, trouver les bons indicateurs qui permettent de dire là les salariés, ils ont vraiment un rôle, ils sont dans leur job, ils font de la qualité, etc. Et ça doit être sûrement la difficulté de terrain. Parce que les contrats types, c'est facile à faire, mais après discuter et avoir une solution fair play, où tout le monde s'y retrouve, sans avoir l'air d'être le dindon de la farce, quoi, que ce soit la direction ou les salariés, peu importe. C'est justement l'occasion de rappeler que l'intéressement, en particulier, c'est un outil extraordinairement riche et qui peut être utilisé de façon très multiforme. Il ne faut surtout pas penser que l'intéressement se réduit à sa dimension financière, c'est-à-dire que finalement, on dirait que l'intéressement peut être utilisé de la même manière que la participation, à partir des résultats financiers bruts de l'entreprise. C'est une possibilité de le faire, mais il faut également rappeler à celles et ceux qui s'interrogent sur cet dispositif qu'il est possible de bâtir des indicateurs de performance collective sur une dimension sociétale, une dimension environnementale, une dimension parfaitement sociale, l'évolution des accidents au travail. Effectivement, comme vous le dites, de façon très qualitative, embarquer notamment les jeunes générations qui sont très soucieuses d'avancer sur un mode projet autour d'un projet collectif qui peut réunir plusieurs entités ou une entité au sein de l'entreprise, de manière à ce qu'il n'y ait pas en effet de déconnexion entre l'outil qui peut être perçu un peu comme, par les jeunes générations comme l'outil de papy-mamie, hein, et la réalité de ce qu'est aujourd'hui le monde de l'entreprise, qui fonctionne de façon beaucoup plus décloisonnée, en mode projet, et qui nécessite effectivement pour embarquer les jeunes générations, de les séduire autour de ce mode de fonctionnement plus moderne de l'entreprise. Voilà, donc il y a une possibilité aujourd'hui formidable d'adaptation de l'épargne salariale à la réalité de l'entreprise du futur. Et ça, je crois qu'il est important de le rappeler aux jeunes start-upers, aux jeunes créateurs d'entreprises qui peuvent encore s'intéresser et s'interroger sur l'usage de cet outil.